Euh, Premièrement, aujourd'hui, comme vous savez, cette année, on veut avoir de plus en plus d'invités. Luc fait partie de la gang qu'on invite depuis longtemps. C'est toujours le même sujet parce que c'est un des sujets les plus importants. On va parler de financement. Il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà discuté avec nous des 4 chantiers du financement. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, Luc, tu sais, c'était pas trop de vous. euh, d'aller en profondeur dans chaque chantier parce que ça, honnêtement, ça prendrait quasiment une demi-journée par chantier. Fait que ce qu'on veut faire aujourd'hui, on s'était promis, Luc et moi, qu'on va parler des 4 chantiers pour diversifier les revenus, bien sûr, parce que c'est l'objectif principal, créer de la stabilité, de la robustesse de financement, mais également, en dedans d'une demi-heure, on va être dans un outil Excel, Google Sheets qu'on vous a créé, qu'on va vous partager, que vous allez pouvoir télécharger et commencer à utiliser aujourd'hui. Fait on voulait vraiment être dans le pratico-pratique pur et dur. Fait que je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. Une prochaine heure intense, comme vous nous connaissez. Puis avec mon collègue Luc Comeau, je vais le laisser se présenter. Mais vous le savez, c'est notre gourou en financement. Mais merci Luc d'être là. Je te cède la parole pour qu'on puisse avancer aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour la génération de revenus pour le secteur à but non lucratif. On le sait, c'est un élément clé du succès de nos organismes puis de l'impact qu'on a dans la communauté. Euh, on regarde la question aujourd'hui rapidement au niveau de 4 chantiers, de manière à se rendre, comme Alain disait, là, dans un outil pratique que vous allez pouvoir télécharger puis travailler pendant qu'on est en webinaire. On veut que la session d'aujourd'hui soit très pratico-pratique. Pour encadrer tout ça, Alain va vous dire quelques mots concernant le gros portrait au niveau de votre conseil d'administration. Bon, puis je passerai pas trop de temps là-dessus. Vous le savez, le lien que j'aime faire, non seulement avec la clarté organisationnelle et notre capacité d'être en plein dans l'action pour la mise en œuvre efficace et efficiente de notre mission, pour être performant dans notre secteur, dans notre organisme à but non lucratif, dans notre entreprise sociale, si tu veux, on peut l'appeler comme ça, notre organisation, lorsqu'elle est performante, elle est capable également d'être plus attrayante au niveau des bailleurs de fonds commanditaires, donateurs, clients à participer à vos activités. Et cette notion-là de performance organisationnelle dans tous ses aspects, c'est un catalyseur, je vais dire, Luc, catalyseur du financement et de ta capacité à toi de convaincre les organisations euh, à commanditer, convaincre les individus à donner, à participer. Donc, la réputation de l'organisation au niveau de sa performance est importante, pas juste avec ces gens-là, mais avec les bailleurs de fonds. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avaient déjà vécu. L'appel d'un bailleur de fonds à mi-année qui réalise qu'il y a des fonds pour des choses très spécifiques, qui appelle une organisation plus qu'une autre pour dire, Hey, j'ai des fonds à dépenser là-dedans, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, ces appels-là se font aux organismes qui sont performants. Puis pourquoi la performance est essentielle pour attirer les fonds? C'est parce que de plus en plus, on mesure l'impact des fonds gouvernementaux. Donc, ils veulent s'assurer que l'impact est élevé. Puis pour que l'impact soit élevé, il faut que l'organisme soit maître dans son domaine. Il faut que l'organisme soit capable de livrer et ça doit être démontrable dans leurs données auprès du bailleur de fonds pour dire, donne-moi les ton 100 000, ton 200 000, ton 300 000, pas juste ton petit 30 000 piastres, ton 300 000, donne-moi les parce que s'il est dépensé chez nous, moi, je suis maître dans mon domaine, je vais être capable de livrer à la hauteur de tes attentes et tu vas être capable de démontrer à ton sous-ministre que ça vaut la peine de dépenser dans ton organisation. Puis tout ça, il faut que ça soit démontrable. Ça ne peut pas juste être une direction générale charismatique qui convainc les gens de donner, d'embarquer, de contribuer avec un financement. Il faut que ça soit l'organisation qui est attrayante et la seule façon de le savoir, c'est d'être capable de présenter auprès de, comme tu le ferais à la banque pour une marge de crédit, tu veux être capable de démontrer que tu performes.
Puis plus tu performes au niveau des barres de fonds, plus tu es capable de dire, ben moi, je gère 200 000. L'année passée, j'en gérais juste 100. Mon augmentation ne m'a pas fait peur. Je suis capable d'en prendre une subvention de 200 000 maintenant pour doubler mon revenu puis grandir avec tout ça. Fait que négligez jamais l'importance de démontrer aux bailleurs de fonds, donateurs, commanditaires que you're good at what you do. Puis tu es l'incontournable au niveau de la mission et la communauté desservie que tu souhaites qu'ils soient alignés avec la mission, la communauté desservie, la clientèle desservie de l'entreprise bailleur de fonds, donateur, peu importe. Ils ont un petit côté là, qui les attire là-dedans. Fait que négligez pas la performance parce que c'est votre levier pour démontrer peut-être un petit peu de pétage de bretelles pour carrément dire aux bailleurs de fonds ou donateurs We're it. Venez nous voir. Tu vas en avoir pour ton argent. J'arrête là parce que ça me passionne trop, Luc. Vas-y, continue. Excellent. En fonction de rendre l'exercice interactif de tantôt pratique, puis pour l'encadrer un peu, je vais vous faire des rappels au niveau des 4 chantiers du financement que moi et Alain, on prône. Dans un premier temps, 1 sur 4, c'est le financement gouvernemental. Vous avez probablement déjà des expériences bonnes et mauvaises avec ce secteur-là, peut-être des subventions récurrentes, sûrement des subventions de projet, ou vous êtes un organisme en émergence qui veut aller en chercher. Il y a une série d'éléments qu'il faut garder en contexte pour l'exercice de tantôt. Premièrement, la mission de votre organisme, les revenus que vous générez déjà, vous les faites pour actualiser votre mission, puis desservir des gens, des familles, des communautés, puis atteindre des résultats, puis changer la vie des gens. Évidemment, c'est le grand but, la mission du secteur à but non lucratif ou le secteur sans but lucratif, peu importe. C'est vraiment de faire une différence dans la vie des gens. Il y a plein de priorités de financement dans les bailleurs de fonds, auprès des investisseurs privés comme des commanditaires, au niveau des donateurs. Il y a plein de motivations. Ces priorités-là doivent cadrer avec notre mission. C'est un point d'entrée de jeu dont il faut toujours se rappeler. Dans votre quotidien, vous êtes probablement inondé d'idées de projets. Vous devriez faire, avez-vous pensé de faire telle affaire? Ah, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Il y a 3 personnes qui m'ont dit que vous devriez, ta. Il y a plein d'idées. Vous êtes en mesure de les capter, mais pour du financement, entre autres du financement gouvernemental, selon moi, ce qui est important, c'est d'utiliser un atout que vous avez comme gestionnaire, c'est votre intuition. On peut trier parmi ces idées-là. Il y a des outils qui sont disponibles. Vous n'avez qu'à nous écrire. Mais essentiellement, les idées qui circulent, il y en a toujours beaucoup. Et il y en a d'ailleurs, d'habitude quelques-unes qui sont excellentes puis qui ont énormément de potentiel d'impact sur la communauté. Puis ça, vous le sentez dans votre fort intérieur. Oh, cette idée-là, je devrais pas la laisser de côté, il faut que je la développe davantage. Vous en parlez, vous testez l'idée, vous faites peut-être un petit Google Forms avec 5-10 personnes ou à la fin d'un spectacle, vous faites un sondage. Et là, vous bâtissez l'idée. L'idée du résumé de projet que je propose, c'est un survol d'une page avec la description, les partenaires, les résultats prévus, l'échéancier de travail, des éléments clés des revenus et des dépenses du budget. C'est vraiment la carte de visite du projet, une description en 2-3 paragraphes, 2-3 phrases, même pas, euh, pour expliquer qu'est-ce que c'est ce projet-là. Tu sais, on va faire des ateliers pour sensibiliser les aînés aux émojis et l'utilisation nuancée des émojis parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont peur de mettre un symbole pour pas offusquer leurs petits-enfants. Donc, à partir de cette idée-là qui est en partie farfelue, pas en partie attrayante, on peut développer un projet de formation, par exemple. Mais l'amener à une page, ça nous donne un mini-actif, un outil qui nous permet de développer des nouveautés puis des nouveaux services et programmes. Idéalement, on en a 4, 5, 6 de ces résumés de projets-là. Et lorsqu'on dépiste et on approuve les opportunités de financement, entre autres en s'abonnant à l'infolette de l'AFO, qui sort à chaque 2 jeudis et qui donne une liste des programmes qui s'en viennent, j'y collabore activement. Euh, Quand vous triez ces opportunités-là de financement, rien de mieux que d'être en train de magasiner à partir de vos 4, 5, 6 meilleures idées de projet, vos résumés, pour déterminer
quelles sont les meilleures opportunités à considérer pour votre organisme. Dans un deuxième temps, il faut être réaliste. Si vous faites déjà 3 demandes par année pour votre financement actuel, vous ne pouvez pas vous donner comme objectif d'en faire 18 autres, puis en faire 21 dans la prochaine année. Peut-être que 3 nouveaux dossiers par-dessus les 3 que vous faites, ça serait un objectif plus réaliste. Il faut tenir compte des capacités organisationnelles. Est-ce que c'est la direction générale qui rédige? Est-ce que c'est la direction des programmes, un bénévole, un employé qui est un agent, un contractuel pigiste externe à la retraite qui fait tous vos dossiers? Ces capacités-là, vous en avez, hein? Peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais il faut sélectionner les programmes. On n'est plus dans le phénomène où on se lance à écrire un paquet de demandes à partir d'un paquet d'idées. Il faut vraiment avoir des bons projets qu'on propose à des programmes lorsque nous, on est convaincus qu'on a d'excellentes chances de succès d'aller chercher la subvention. Donc, on analyse les programmes, leurs critères, leurs objectifs, les dépenses admissibles, et on choisit ceux auxquels on va, par une décision d'affaires éclairée, investir du temps et de l'énergie pour bâtir un dossier. Vous le savez, la plupart des groupes autour de la table aujourd'hui ont écrit des demandes déjà. Vous êtes 40 autour de la table. Développer une demande, c'est beaucoup d'efforts. Il faut répondre à 30 à 60 questions, annexer de 3 à 15 pièces jointes. Il faut vraiment argumenter, définir les résultats, adresser la question de gestion des risques, imaginez-vous, faire un plan de travail détaillé qui cadre avec les résultats puis les dépenses et bâtir un produit final qui est un PDF avec une série de réponses à des questions puis des pièces jointes, qui est un dossier solide qui va survivre à l'analyse par des êtres humains qui vont lire avec une grille d'évaluation puis faire des pointages de 5 sur 10 ou 9 sur 10 sur chacun des éléments d'évaluation. C'est du travail à aller chercher des subventions. Mais le coût d'acquisition, évidemment, c'est de 3 à 7 à 10 jours de travail pour les gros dossiers. Mais si vous allez chercher 50 ou 100 ou 200 000, c'est quand même un input énorme qui peut rentrer dans votre chiffre d'affaires, votre budget annuel. On fait de la subvention parce que ça peut aller chercher des sous pour faire des choses qu'on veut faire dans notre mission. Ça, c'est le premier chantier. Il y en a 3 autres, par contre. Le deuxième chantier, c'est Luc, développer. tu me Oui, permets, oui, vas-y, Alain. puis je reviens à la diapo précédente, s'il te plaît, si tu peux. Ici, vous savez que je suis un petit peu passionné autour de cet élément-là parce que des fois, on s'éparpille. Puis il faut que je mette mon chapeau de gouvernance en même temps qu'on parle de financement qui est très opérationnel. Puis la notion de sélection des programmes, c'est la notion également de s'assurer de rester dans notre carré de sable. Autant que dans une entreprise privée comme chez Disquitus, on fait de la formation. Si demain j'ouvre un café chantant, c'est pas mal certain que ma crédibilité n'est pas là pour le réaliser. Ma mission est même pas proche d'être ça. Notre mission est dans nos statuts, est dans nos règlements, puis dans plein d'autres outils. Et il faut qu'il y ait une surveillance de la gouvernance qui dit, ça, c'est notre carré de sable, notre liste de demandes de fonds nous aide à mettre en œuvre de façon efficace la mission, réaliser la vision ou promouvoir davantage les valeurs de l'organisation. Si ça coche pas au moins une ou deux de ces cases-là, faut qu'on soit capable d'être discipliné puis dire, c'est pas pour nous celle-là, je vais l'envoyer à une collègue dans le réseau. Pour que peut-être elle, elle va m'envoyer cette collègue-là une subvention qui fit plus dans ma mission, au lieu qu'on soit tous en train de s'arracher des subventions qui sont pas dans la mission de l'autre. C'est également un élément de est-ce que moi j'ai une bonne compréhension de ma clientèle puis ce qu'ils veulent de moi? Fait que si je lis ma mission à ce que la clientèle veut et j'ai toutes les données sur la question, il y a beaucoup plus de chances qu'on arrive là. Puis Luc, si tu me permets cette parenthèse-là, parce que je le sais que le financement gouvernemental, il n'y a pas grand monde qui se lève le matin et qui disent, à part Luc Como, ah, j'ai assez hâte d'aller faire ça. Puis je veux faire un parallèle ici parce que ça devrait fitter dans un effort global, puis c'est pour ça qu'on vous parle des 4 chantiers. Moi, le matin que j'aime le moins quand je vais travailler chez Disquitus, c'est quand je suis obligé d'écrire des longues propositions de services pour répondre à des appels d'offres, qui est à peu près le même travail que lorsque vous écrivez une demande de subvention. Savez-vous ce que j'aime plus?
Offrir des ateliers à 5, 10, 15, 20 piastres, 50 piastres, 100 piastres, où il va y avoir 100 personnes là, puis qu'on puisse faire ce qu'on fait facilement, beaucoup plus facile à vendre. Fait que on a le même effort, nous autres, vous autres, autant que nous autres, de se dire, oui, on a des propositions longues à faire si on veut avoir les gros home runs et travailler avec les grosses institutions. Mais on a également des dons à aller chercher, des commanditaires à aller chercher, puis on a une programmation à mettre en œuvre. C'est pas différent chez vous de chez nous. La réalité, c'est juste cette portion ici, là, est plus dure, est plus sur mesure, c'est bien dur à gabariser, puis c'est juste compliqué des fois pour rien. Mais c'est pas moi qui décide quand je fais une proposition de service en appel de proposition, de la même façon que pour une subvention gouvernementale. Fait que j'espère que ça va vous encourager à dire, j'en fais juste une petite portion de ça, parce que tout le reste peut m'aider à faire rouler mon entreprise sociale qui est un OSBL. Je laisse ça de même pour mijoter, Luc. Tout à fait. Ben, c'est comme quand je parle à des gens qui me parlent de l'infolette de la FO au niveau des opportunités de financement, puis je leur dis, quand tu lis les 10-15, tu es supposé de faire non, 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 peut-être, non, non, non. Ah, oh, intéressant. Là, tu cliques le lien. Tu en choisis une ou deux. Tu peux pas toutes les regarder, même toutes les comprendre. Il faut se fier à son jugement et puis sélectionner. Donc, c'est ça pour le premier chantier. Dans un deuxième temps, c'est un chantier un petit peu travailleur dans l'ombre au niveau des organismes. Presque tous les groupes autour de la table aujourd'hui génèrent des revenus autonomes par la vente de services, des produits liés à votre programmation. Ça peut être des spectacles, ça peut être des camps d'été, ça peut être des camps de mars, ça peut être des, euh, des projets que vous vendez et les gens vous payent des revenus pour accéder à vos services. Il y a aussi des services gratuits pour les gens qui ont des défis financiers. Ça fait partie de la réalité, mais beaucoup d'organismes diversifient leurs revenus en développement des revenus autonomes par la vente de services. Donc, vous avez des activités actuelles, vous pouvez les mesurer, voir s'il y en a qui peuvent être offerts contre des revenus. Vous pouvez développer des nouvelles offres puis les concevoir comme des dossiers qui seraient soit kiff-kiff, break-even, ou qui généreraient des profits pour l'organisme. Quand vous développez ces services-là, évidemment, il faut être très clair sur ce qu'on propose aux gens, puis quel prix on va leur charger, la tarification. Puis il faut être en mesure de mettre l'effort pour vendre la chose, du marketing, des courriels, inviter les gens à s'inscrire, avoir un système d'inscription, de paiement, tout ça. Et puis évidemment, il faut ensuite livrer les programmes, les activités et faire la comptabilité, tout ça, puis mesurer si on a une clientèle satisfaite et puis si on arrive au niveau financier. Mais ce chantier-là, il permet de rejoindre les gens, souvent les familles qui ont des besoins spécifiques. Ça peut être une garderie que vous gérez, un programme après-scolaire, des cours de musique, comme c'est le cas du Carrefour francophone à Sudbury. Euh, Essentiellement, vous offrez des services à la communauté en retour de revenus. Donc, c'est un deuxième chantier. Quand on pense à l'exercice pratique de bientôt, il faut tenir compte de celui-là. Il y en a un troisième qui est la commandite d'événements, le sponsorship ou le sponsoring, comme on dit en France. Euh, c'est une sous-catégorie niche de l'industrie du marketing. Ça date d'une trentaine, quarantaine d'années. Moi, j'ai été propriétaire d'une agence de commandite de 95 à 2002. Euh, les événements et les programmes d'organismes sont intéressants pour les entreprises et les institutions au niveau d'augmenter leur visibilité et avoir un impact social. Les commanditaires potentiels, c'est des boîtes qui ont des objectifs marketing et qui veulent s'associer avec votre image de marque. Comme organisme, vous avez des actifs, vous avez une reconnaissance dans la communauté, vous avez un branding positif. Les boîtes veulent s'associer à votre succès. En 99, j'avais aidé Centraide, Ottawa, à repenser sa stratégie de commandite avec les employés du fédéral pour reconnaître des commanditaires, mais également reconnaître le nombre d'employés du fédéral qui contribuaient à Centraide. On a repensé une approche avec 5 commanditaires à 25 000 5 secteurs exclusifs, puis on avait réussi à aller chercher des sous 4 fois le montant que Centraide allait chercher avant. Donc, vous avez des actifs, vous avez des gens dans votre communauté qui cherchent à s'associer à votre organisme.
Il faut prévoir les visibilités qu'on peut leur offrir, des logos ici, des bannières là, des visibilités dans des événements. On bâtit une grille d'options, or, argent, bronze, et là, on bâtit une trousse de vente, on crée une liste et on commence. On fait des appels, on essaie de vendre de la commandite. Juste un instant, j'ai une. Mais bon, puis Luc, dans ce chantier-là, gang, je pense qu'il y a tout un, il y a une approche très à faire à adopter lorsque ça vient à la commandite. Puis un des pièges, on l'a déjà fait l'atelier sur la question, mais un des pièges, c'est de dire, ah ben, les commanditaires, c'est comme des partenaires. Hmm, fait- traitez-les comme un commanditaire. C'est super important. En échange d'un chèque, on vous donne ceci. Qu'est-ce qu'on donne? Il faut que ça ait une valeur pour l'entreprise ou il faut que ça soit équitable avec les autres commanditaires aussi. Puis je sais qu'il y a plein d'outils qui existent là, dans le réseau. Probablement que si vous demandiez à la FO, ils partageraient leur gabarit. Mais l'importance ici de se dire qu'un commanditaire achète un service. Oui, peut-être qu'il croit dans votre mission, mais idéalement, vous êtes capable de faire des liens avec la clientèle qui est dans la salle ou avec une portion de votre liste d'envoi qui sont leur clientèle à eux. Puis de faire un business case au niveau de la commandite pour les garder à long terme. Et lorsqu'on rapporte une fois par année sur les résultats de leur commandite, vous êtes capable de faire des liens avec le nombre d'engagements dans les médias sociaux, la présence et la clientèle qui a été présente pour eux pour renouveler cette commandite-là. Mais c'est pas un donateur, un commanditaire, puis un commanditaire, un donateur n'est pas un commanditaire non plus, puis on va en parler dans le prochain chantier, mais je te laisse courir avec ça, Luc. Oui, tout à fait. L'élément clé, deux autres points pour conclure ce chantier ici. Premièrement, il y a des efforts de vente à faire, un peu comme avec les subventions, comme toutes les autres ventes de services. Il faut s- travailler chaque semaine sur de la vente, faire des suivis, faire de la mise en œuvre, rendre des comptes. C'est un effort majeur. Mais on peut commencer dans des zones, si on veut explorer la commandite, euh, dans des zones un peu plus connues. Les institutions qui desservent la communauté francophone, des collèges, des universités, des conseils scolaires, c'est les premiers commanditaires que vous devriez approcher pour faire vos armes, bâtir vos grilles, aller chercher une expérience en commandite. Je suis en train d'aider un journal étudiant. Pardon. Je suis en train d'aider un journal étudiant universitaire à approcher un collège présentement pour aller chercher un partenariat où ils ont besoin de sous. Et puis, ils espèrent que le collège va devenir commanditaire du journal. Donc, c'est des exemples. Au niveau de la commandite, il faut juste le voir comme tout le reste. Il faut faire des pitchs, il faut vendre, il faut bâtir des dossiers, faire des suivis, livrer la marchandise. C'est des efforts de génération de revenus. Avant de sauter dans le quatrième chantier, on fait le point sur les trois premiers. Subvention, vente de services, commandite. C'est toutes des façons de rentrer des revenus pour grossir le budget de votre organisme. Pourquoi le grossir? Pour pouvoir offrir plus de services, plus de programmes à la communauté, avoir plus d'impact. Toujours la même chanson de ce côté-là, mais on Puis, sort de notre zone de confort, puis on va dans des efforts de vente et de démarchage. C'est pas toujours facile, mais il faut le faire. puis, là, je vais partager un secret, Luc. Je peux-tu? Je Oui? partage un secret. C'est un effort de vente. Fait que si tu reviens à la diapo précédente, Luc, c'est un effort de vente, puis le mot le plus important dans la vente, vous savez, c'est lequel? C'est pas le pitch, c'est le suivi. Puis chez nous, ça prend 3 suivis avant qu'on réponde à une demande de commandite. Parce que j'en reçois comme 10, 15 par mois. Fait que le plus persévérant va avoir notre attention et il faut que ça rencontre ensuite les critères qui fit dans les critères qu'on s'est donnés. Mais moi, comme entreprise, je n'ai pas le temps de faire une réponse à 15, 20 demandes par mois. Fait que j'attends que le deuxième courriel passe. Quand le troisième courriel passe, là, comme le CAP vient de faire, la tenante, la DG, elle m'a rappelé une troisième fois, on peut-tu se parler de ça? Ben là, je book un rendez-vous puis je vais écouter. C'est un effort de vente parce que tous les commanditaires potentiels sont sollicités systématiquement. Puis nous, la personne la plus persévérante, la plus adaptable avec les messages, vont avoir le rendez-vous qui peut générer une commandite ou une vente. Alors lâchez pas, il faut que ça soit une approche systématique parce que les demandes sortent de tout bas, de tout côté.
Fait que là, vous connaissez mon secret, gang. Vous n'avez pas le droit de m'envoyer 3 courriels dans la même journée. Mais je voulais juste vous partager que tout organisme ont pas mal leurs propres approches quand ça vient à ça, à dealer avec les demandes qui viennent de partout. Ouais. Puis si on se décourage parce que pour chaque subvention, chaque dollar de subvention, il y a 10 dollars en demande. Pour chaque commanditaire, il faut avoir 9 refus pour avoir une acceptation. Il y a différentes façons de regarder ces questions-là. La mienne, elle est résolument optimiste. C'est si on fait 10 pitches, on va faire une vente. Donc, on a juste besoin de faire 10 suivis pour vendre une commandite. OK, bon, on va en faire 30, on va en avoir 3. Donc, ça dépend comment vous regardez la question. J'aime Le ça. quatrième chantier, c'est les dons. Vous savez que c'est une question complexe. Il faut avoir une bonne connaissance de son statut légal devant l'Agence de revenus du Canada, organisme à vocation charitable enregistré qui fait ses rapports annuels à Revenu Canada et qui émet des reçus pour fin d'impôt, ou organisme à but non lucratif non, statut non charitable. Moi, le secret que je vais vous dire, c'est que mon entreprise fait des dons et je ne demande même pas le numéro de charité parce que dans l'entreprise, le don est un positionnement auprès de l'organisme et puis je code ça comme de la publicité. Donc, que vous soyez un organisme charitable ou non, je vous considère comme donateur potentiel, votre pitch, au même titre que si vous étiez un organisme charitable. Donc, peu importe si vous avez un numéro de charité ou non, vous pouvez faire des sollicitations de donateurs, vous pouvez organiser des événements de levée de fonds. Euh, Évidemment, vous avez une cause, vous défendez une cause, vous desservez des gens, vous avez un impact. Il y a des gens out there qui ont les mêmes motivations que vous, qui croient aux mêmes choses et qui seraient peut-être prêtes à vous soutenir, ne serait-ce qu'à 5 dollars par mois au lieu d'un café Starbucks, le donner à votre organisme et s'installer comme un donateur récurrent mensuel qui vous génère, oui, 60 dollars par année, mais sur 10 ans, c'est 600 dollars. Et puis, si vous en bâtissez plusieurs, il n'y a pas de maintenance à ça, là. Moi, je suis un donateur régulier à un centre pour aînés et je vois le montant passer chaque mois, mais j'ai déjà pris ma décision, c'est dans mon budget, je le questionne pas, là. C'est un peu comme l'abonnement à Netflix. Euh, Évidemment, quand on a commencé à déterminer qu'on veut faire des dons, évidemment, est-ce qu'on va approcher des donateurs potentiels ou est-ce qu'on va faire des événements? Les événements ont leur avantage, mais évidemment, il faut mettre l'effort d'organisation, générer tant de revenus et couvrir les dépenses et faire un net profit. Donc, c'est pas pour tous les organismes cet effort-là de faire des événements. Si vous êtes nouveau au niveau des dons, c'est peut-être mieux, lever de fonds, d'aller vers des donateurs individuels pour commencer. Bâtir une liste, les approcher, tester ça, ajuster, les remercier annuellement, relancer les gens annuellement, rajouter des donateurs à chaque trimestre, faire 10 lettres par trimestre, par exemple, pour tenter de bâtir ce côté de revenu-là. Donc, ces quatre chantiers-là, Bien, oui, excuse-moi. oui, vas-y, Alain, Back up, juste d'un, s'il te plaît, parce qu'il faut que je fasse un clin d'œil à une couple de personnes qui sont dans la salle. Genre, je vois allez-y. Lauriane qui est là, qui vient de finir son gros gala annuel, puis je serais intéressé éventuellement de l'interviewer, à savoir qu'est-ce qui est plus facile. Un gros gala annuel très visible qui a toutes sortes de retombées, oui, ou s'asseoir pendant 4 jours au téléphone puis recruter des commanditaires et ou donateurs qui donnent du cash directement. Parce que c'est de l'ouvrage, les événements. Tu as mis un doigt sur quelque chose d'important, Luc. Puis l'autre côté, il faut que je la raconte, mon histoire. J'ai été entrepreneur depuis toute ma carrière, moi, puis j'avais un bureau à Blackburn Hamlet, tout entre Ottawa puis Orléans. Puis à toutes les années, je recevais une lettre de l'école, l'autre bord de la rue, qui m'écrivait une petite note. Alain, pas Alain, mais à l'époque, c'était Virtuo, l'entreprise. On cherche juste un petit don des entreprises locales, c'est 250 pièces. Est-ce que tu serais game? Première année, l'adjointe administrative du bureau m'approchait. On fait ça, on fait pas ça? Oui, oui, faisons ça, allons-y. Après l'année 2, là, j'étais un peu tanné. Fait qu'à l'année 3, je lui ai dit à l'adjointe, j'ai dit, fais juste l'envoyer, là, comme, achale-moi pas avec ça, en d'autres mots, quasiment, là, tu sais. Puis, éventuellement, c'est devenu un don récurrent qu'on a fait pendant 7 ans qu'on était là. Puis quand j'ai finalement rencontré la direction d'école, parce que j'ai jamais eu le temps d'aller à l'activité qu'ils faisaient, mais éventuellement, je suis allé parce que la direction d'école avait changé, puis c'était une amie de la famille. Je lui ai demandé, vous n'avez combien de donateurs comme ça? 58, c'était sa réponse.
Puis tout ce qu'elle faisait une fois par année, c'est d'envoyer 230 lettres aux entreprises de la communauté qu'elle desservait. Puis moi, j'étais même loin d'être client, fournisseur du conseil scolaire à cette époque-là. Fait que, tu sais, ce que Luc dit, parler d'efforts, de récurrence, de continuer, de ne pas lâcher, les systèmes automatiques, oui, mais il ne faut pas lâcher la patate quand ça vient à dons, commandites et tout ça. Ça va se bâtir, surtout si vous êtes capable de démontrer que vous réalisez votre mission avec impact. En tout cas, je la raconte, celle-là. C'est dur pour une entreprise de dire non à un commandite de 250 pièces. Bien, faites le calcul vous-même. Quand il est rendu à 40 puis 50 commanditaires à 250 pièces, ça monte vite. Ça monte vite. Excellent. Là, on passe à l'aspect pratico-pratique du webinaire. On a bâti beaucoup avec l'aide d'Alain un outil qu'on veut vous partager. Alain vous le présente. Il est rendu 1h30, Alain, donc on a 25 minutes à peu près. Parfait. Alors, c'était une des choses qu'on s'est dit aujourd'hui, là, c'est qu'on voulait rentrer dans du pratico-pratique. Je viens de mettre un lien dans le chat vers un document Google en mode copy. Ça veut dire que si vous cliquez sur le lien, ça va vous amener à une page comme ça, puis vous devez cliquer pour faire copy, puis ça va vous faire une copie de ce tableau-là en mode vierge, presque vide, là. J'ai gardé une coupe de petits chiffres pour pas que les formules se brisent. Le deuxième lien que je vais vous mettre dans le chat, c'est le modèle de ce tableau-là avec des chiffres là, que j'ai pris euh, d'un client inventé parce que je ne pouvais pas prendre les données d'un client actuel. Le deuxième lien vous apporte à ce tableau-ci que je vais vous partager, qui est le modèle. OK? Ça fait que vous avez une copie vide de ce tableau-là, puis on vous le partage, là, c'est gratuit, là, c'est juste un outil qu'on vous propose de regarder. Fait que là, il y en a qui sont dans le gabarit, parfait. Euh, Là, je vous invite sur le dernier lien que je vous ai envoyé. Je vois que plusieurs d'entre vous, vous êtes là. J'aime ça, c'est parfait. Permettez-moi de faire le survol du tableau. Fait que restez pas dans Google Sheets, là. Revenez à Zoom pour voir ce que je vais vous présenter. Je vais vous le décortiquer rapidement. Puis après ça, on va tomber dans un exercice pratico-pratique. Fait que, il y a plusieurs onglets dans le bas de la page qui vont toucher tous les éléments qu'on a discutés. Les programmes et services, incluant leurs revenus, les commanditaires, incluant ton plan de commandite, les donateurs, incluant ton plan de dons, et ton financement gouvernemental. J'ai mis deux autres onglets, dont un avec quelques ratios, puis un tableau de bord qui couvre un peu de données financières et un peu de données d'achalandage et d'efforts de vente, de développement de marché et de développement de financement gouvernemental. Il a peut-être l'air imposant, gang, pour tout de suite, mais défaites-le pas trop vite. Éliminez pas trop de choses trop vite. Je vous invite à l'adopter tel quel, puis juste à aller modifier des choses qui vous interpellent. Fait que, tantôt, le tableau le plus important, j'ai fait Start Here, commencer ici. Fait que dans le gabarit, la copie que vous vous êtes faite, vous allez au deuxième onglet qui est là. Dans le deuxième onglet, ici, dans la case verte qui est là, j'ai mis trois rangées de trois couleurs différentes. La rangée bleue, c'est des chiffres là, que vous allez pouvoir aller vérifier vos états financiers ou vos résultats actuels, puis vous allez aller rentrer des chiffres là, vos chiffres à vous. Alors, mettons, je vais faire un exemple. Vous êtes un organisme d'à peu près 400 000. Vous recevez 190 000 piastres approximativement en financement gouvernemental. Votre programme de commandite vous apporte 35 000 en revenus parce que ça fait une couple d'années que vous travaillez là-dessus. Vos activités de camp d'été, puis tout ça, puis votre gala annuel en programmation, tout ça vous apporte à peu près 57 000 en revenus. Puis en plus, oui, en passant, l'enregistrement de charité s'ajoute à ton OSBL, à ton organisme, Milina. C'est pas une autre organisation. C'était ça ta question, je pense, hein? Puis au niveau des dons,
vous allez vous dire, ben, tu sais, on en ramasse, des fois, on reçoit un petit chèque, mais ça nous donne à peu près 1100 pièces par année. OK? Fait qu'ici, on voit que sur un total de 282 000 puis là, je vais faire un petit zoom un peu là, parce que je vois que c'est petit. Sur un total de 282 000 j'ai des ratios de 67 4 12 20 sur mes ratios sur les quatre chantiers du financement d'OSBL. Fait que là, je vous invite à le compléter du mieux que vous pouvez. Vous pouvez mettre du guesstimate tout de suite, là. Tu sais, je connais Mélina, elle connaît peut-être ses chiffres un petit peu. Va les mettre tes chiffres pour te donner un chiffre qui ressemble le plus possible à ton budget. Ça, c'est calculé automatiquement. Et cette portion ici, c'est ton souhait à toi. C'est quoi ton souhait au niveau de l'équilibre du financement? Cette organisation ici pourrait dire, moi, mon souhait, c'est 50 gouvernemental, puis je veux partager 10 dons, 10 ou 15 commandite, puis là, ça va me donner combien ce qui me manque, là, 35. 25 en programmations et services. Fait que ça donne une cible. C'est comme tes ratios ciblés sont là, tes chiffres actuels sont là. L'autre chiffre que j'ai mis en couleur que tu peux aller modifier, cette organisation-là, si elle se disait, moi, ma cible pour les 2 prochaines années ou la prochaine année, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires d'à peu près un autre 25 000 ou peut-être un autre 118 000 ou quelque chose comme ça. Fait que je vais me placer 400 000 ici au niveau de ma cible de revenus globaux. Puis vous avez vu, ça a refait le calcul ici. Si on veut, ça a-tu marché? Oui. Si on veut atteindre ça, on va, OK, je suis déjà au-dessus ici de mon financement gouvernemental, mais j'aurai un 27 000 de plus à aller chercher au niveau des dons à cause que je me suis donné un ratio de 10 000, de 10 puis j'ai un petit peu plus à aller chercher en commandite, un petit peu plus ou beaucoup plus à aller chercher là. Puis là, ça me permet de me dire, ben, ça, c'est mes cibles financières. Fait que là, je peux aller jouer avec mes ratios. Si je veux que ceci soit maintenu, je vais garder mon 200 quelques mille. Fait que parce que je suis déjà au-dessus, je vais peut-être augmenter mes ratios, mais je vais toujours m'assurer qu'ils demeurent à 100 Et ça te donne des cibles. Fait que là, ces cibles-là me disent, OK, Alain, moi, mon organisation va aller chercher 40 000 en dons. Suivez-moi une petite seconde, là. Revenez à Zoom, là, ceux qui sont retournés à leur tableau. Moi, si je veux ceci en dons, je vais aller à mon plan de dons ici, puis je vais aller voir, je suis proche ou je suis pas proche? Oh, je ne suis pas proche. Fait que j'ai besoin de me dire, je vais peut-être aller chercher des dons de 650 top, puis je vais l'augmenter à une cible de 15, puis ça l'ajuste mes chiffres automatiquement. Je les ai juste doublés ici, gang. Fait que 15, 30, 60, parce que plus ils sont petits, plus c'est facile de les recruter. Puis ça me donne des chiffres. Fait que là, je peux aller jouer un petit peu ici puis dire, j'aime pas ça 650, je reviens à 100, je suis pas loin, je vais aller m'en chercher là, puis là, je suis un petit peu plus. Fait que peut-être que je vais me donner une cible qui est réalisable, 17. Je suis pas loin de ma cible ici. Donc, mon tableau, je vais être proche. Je suis capable de faire ça. Au niveau de la commandite, 60 000, c'est ma cible. J'ai-tu bien calculé ça, Luc? Dis-moi donc si je me suis trompé ici, là. Euh, Ça, c'est mon E19. 15%, oui, Oui, c'est 15% bon. de 400 000, c'est 60 000. Fait que j'ai besoin de faire ça. Fait que là, si vous faites juste un petit sponsorship plan de commandite ici, ben c'est 50 000 qui est là, mais je me suis ciblé 60. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Ben, je vais mettre 12 500 ici sur mon plus gros commanditaire, puis je vais aller voir si ça va changer des choses ici. Ça, c'est proche. 31 commanditaires ciblés. Puis j'ai fait l'approche standard. Là. Là, tu peux aller jouer avec ça. Ça, je l'ai divisé en deux, je l'ai divisé en deux, je l'ai divisé en deux, puis je l'ai multiplié par deux à mesure ici, qui donne grosso modo, plus tu payes cher, plus tu as d'exclusivité d'un côté, puis ça nous permet d'aller stabiliser le plan de commandite.
Fait que si mon revenu 62 000 dans mes ratios, je cherche 60, bonne cible. Parfait, j'aime ça. Ensuite, dans programmes et services ici, ben, je n'ai pas de plan encore, mais je peux peut-être aller commencer à ajouter des choses ici, là. Ça va te parler, Lauriane, je sais que tu es dans la salle. Ben, dans mon gala, le prix d'admission, 150 par personne. J'ai peut-être reçu 0 du gouvernement pour mon événement, fait que je vais le laisser comme ça. Je n'ai pas reçu de commandite pour ça dans cet événement-là. Puis, la participation que je cible, c'est 250 participants, puis ça va aller nourrir ici le total des revenus ciblés. Fait que là, je vois 37 000 dans mes ratios. Je suis loin d'être proche, mais c'est correct, j'ai des camps d'été aussi. Fait que là, je vais venir ici mettre camp d'été. Pas juste pour les membres, c'est pour le public. Puis je vais aller mettre, je veux 300 jeunes à prix d'admission 350 par semaine. J'invente des chiffres. Je commence à me rapprocher ici. Fait que là, je suis assez confiant que je peux peut-être atteindre ceci. Ensuite, on va réfléchir à ce gros chiffre-là qui est quand même pas loin de ma cible que je fais actuellement. Puis là, ben, je vais aller voir dans mes demandes de financement de différents paliers gouvernement avec les noms de programmes. Je vais aller placer mes demandes. J'ai envoyé ma demande. J'ai demandé 350 000, par exemple. On m'a accordé seulement 150 000. Ça n'arrive jamais, ça. Puis dans la subvention, on me permettait de dépenser 15 en frais admin. Fait que ce tableau-là va m'aider. Puis il demandait un audit dans la demande de subvention. Fait que là, j'ai le montant que j'ai reçu et j'ai également là, l'argent plus libre à dépenser sur mes opérations. OK? Puis là, ben, ça permet de me dire, OK, ben, cette année, je suis quand même pas loin au niveau de ma cible. Fait que je vais aller continuer à soumettre des demandes de subvention. Ça pourrait être PCH, par exemple. Il pourrait en avoir plein. Ça va? Fait que là, vous êtes dans ce tableau ici. Ça, c'est mon gabarit. Fait que si on regarde un tableau qui est plus ou moins complété, comme celui que je vous montre à l'écran, bien, ça a l'air un peu de ceci. Hein? Je suis allé mettre plein de bailleurs de fonds, les demandes qui ont été accordées, approuvées, le pourcentage. Fait que dans ce cas ici, j'ai demandé pour 1,1 million, j'ai reçu 779 000, dont 100 000 qui contribuent aux opérations avec le calcul qui est là. Ça me permet de nourrir mon tableau des résultats puis de mes ratios. OK? Fait que dans mon Yeah, un tableau des résultats ici, on se retrouve avec un outil très spécifique qui me permet de dire l'an passé, j'ai eu ça, mon objectif cette année, c'est ça, et je me suis donné une cible ambitieuse ou un stretch goal. Là, c'est moi qui ajoute ça ici, là. Je l'ai pris de mon tableau de bord du secteur privé. J'espère que ça ne vous insulte pas. Des fois, on a des bonnes idées dans le secteur privé. Je me suis mis un pourcentage de stretch goal. Fait que tu pourrais dire cette année, là, oui, je me suis donné cette ambition, cet objectif-là, mais si j'étais vraiment ambitieux, j'atteindrais peut-être 5 de plus. OK? Puis là, ça te permet à ton équipe de se motiver aussi, de se dire, hey, on travaille vers ça. Puis s'il y a un stretch goal, ben, pizza night pour tout le monde, peu importe la prime que tu peux donner pour la motivation des gens. Ensuite, j'ai décortiqué par trimestre chacun des résultats. Pour le moment, gang, je veux que vous sachiez que juste ici, ce sont des choses qui sont c'est une simple division par 4 du montant que vous avez réussi à aller chercher dans les différentes cellules qui viennent des autres tableaux. Fait que faites attention si vous le changez. Si vous décidez de rentrer manuellement des chiffres, c'est sûr que ça va défaire la formule. Mais c'est correct. Moi, je les rentre manuellement à chaque trimestre dans mon tableau de bord. Il y en a quelques-uns ici qui sont des chiffres qui sont rentrés manuellement au niveau de vos revenus parce que c'est des choses que j'ai ajoutées parce qu'ils n'étaient pas nécessairement dans le tableau. Ça va? Fait que là, vos trimestres, vous les gardez à jour ou vous les rentrez dans ce tableau comme
des revenus à recevoir. Fait que ça vous permet de voir sur l'année votre résultat, l'écart et l'écart avec la cible ambitieuse. OK? Fait que là, on est au-dessus au niveau des subventions. Euh, au niveau des subventions demandées, au niveau de la commandite, on est en dessous. Fait que là, je vous ai montré le premier tableau. Le deuxième, c'est les donateurs. Vous rentrez leur nom, peut-être garder un petit tableau avec leur information de base. Ici, les pastilles sont nourries à partir de votre plan de dons ici. Fait que là, tu peux dire, ben, j'ai reçu ces 4 dons-là, j'ai reçu ces dons-là, ça me donne un montant. Oui, c'est bon, ça marche, ce calcul-là. Puis, j'ai également coché ceux qui ont accepté de le faire comme un don récurrent. Ça va? Fait que ça me permet de calculer dans mon tableau des résultats le nombre de dons récurrents que j'ai. Il est où? Donateur, puis donateur récurrent ici. Je me suis donné une cible, mes résultats sont juste là. OK? C'est des choses à retenir. Je les ai mis dans le tableau de bord parce qu'on veut s'assurer de garder un œil là-dessus. Fait que ça, c'est ma liste de donateurs. Vous pouvez aller ajouter d'autres champs si vous voulez. Un bon petit registre Excel, des fois, c'est mieux qu'une base de données parce que n'importe qui peut travailler dans Excel. Si vous ne voulez pas que les données soient manipulées, vous avez juste à barrer le tableau et ajouter des entrées avec un petit formulaire Google si vous voulez. Fait que là, vous me voyez venir. J'ai mes résultats au niveau de mes dons. J'ai aussi des résultats au niveau de la commandite. J'ai mon plan de commandite souligné en rose ici. Fait que parce que je l'ai bâti tantôt avec mes différents niveaux de commanditaires, je suis capable ici de aller voir, j'ai mes entreprises qui ont commandité, puis je me suis mis des petites listes de choses à faire, comme envoyer le rapport. Ça me permet de calculer le montant. Puis, je pourrais même ici, genre, je vous encouragerais d'ajouter donateurs récurrents, puis cocher tes donateurs qui sont pas des first-time sponsors, pour développer une relation à long terme avec eux. Ça, c'est mon survol. Au niveau de tableau des résultats ici, j'ai mis une grosse ligne rouge au milieu parce que j'ai également mis des données d'achalandage. Puis les données d'achalandage, en jargon d'affaires, je vais appeler ça de même, I guess. Dans les données d'achalandage, vous avez la participation à l'ensemble de vos activités qui sont un KPI super important. C'est un indicateur de rendement qui vont aider à vendre la commandite, à convaincre les bailleurs de fonds que tu es en croissance au niveau de tes objectifs, puis qu'il y a beaucoup de monde qui sont à vos activités. Puis là, je ne sais pas c'est quoi 0,95 personnes, mais ici, là, je pourrais l'ajuster pour dire qu'il n'y aura pas des morceaux de personnes là dans la salle. Euh, Nombre de bailleurs de fonds, nombre de demandes de subventions en circulation, c'est des indicateurs que le conseil d'administration devrait surveiller. Nombre de donateurs, nombre de commandites, nombre de donateurs récurrents, j'aurais pu les placer ensemble, ces deux-là, mais vous allez pouvoir jouer avec ça. Dans mon survol, pour finir, là, fait que tous les chiffres qui sont en gras, c'est des choses qui peuvent être rentrées automatiquement à partir du tableau ou vous pourriez choisir de commencer à les rentrer manuellement. C'est pour ça que je les ai mis en gras. Tout le reste se calcule pas mal automatiquement. C'est très rudimentaire. Il n'y a pas de grosses formules de toutes sortes, mais je pense que c'est super bon pour commencer sans être obligé d'acheter des logiciels puis toutes sortes de trucs. J'ai quelques clients qui utilisent des tableaux comme ça depuis plusieurs années, puis ils se retrouvent à avoir des tendances. Ces 5 dernières années, ils connaissent leur moyenne au bâton par rapport aux commanditaires, aux donateurs, puis surtout aux demandes de financement, puis ils sont capables de voir les tendances par rapport à leur capacité d'aller chercher des revenus. Fait que là, je vais revenir à notre tableau de base qui est ici pour commencer votre réflexion. Fait que celui-ci, c'est pour commencer votre réflexion. Celui-ci, il est nourri presque tout automatiquement. Vous le voyez dans les données ici. OK? Puis là, vous êtes capable par la suite d'aller vous établir des cibles, si vous voulez, euh, par rapport à ces données ici, là. Fait que c'est quasiment une copie du même tableau qui est ici.
OK? Fait que là, vous pouvez aller rentrer, ça, c'est vos données qui rentrent du tableau. J'ai également Alain? décidé de mettre quelques ratios. Je suis arrêté à 4 parce que je pense que j'aurais pu en créer une vingtaine. Les ratios, c'est pas très, très compliqué. C'est une donnée sur un autre en général qui devient un indicateur de rendement. Fait qu'ici, taux de succès du financement gouvernemental, Grant Success Rate, c'est demande déposée sur demande acceptée. 50% de moyenne au bâton, très souvent, c'est une bonne moyenne. Il y en a qui réussissent à atteindre du 60 puis du 70. Ils ont une robustesse dans les pratiques que Luc propose, puis ça donne une meilleure moyenne au bâton. Donateur automatique versus donateur, fait que nombre de donateurs sur donateur automatique. 67% des donateurs ici redonnent leurs dons automatiquement. Financement gouvernemental versus les revenus autogénérés. Tu vois, ici, ça nous permet de voir des ratios. J'aurais pu et vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez. Contribution aux opérations, alors montant de financement gouvernemental, puis montant on maintient une moyenne de 13%. J'aurais pu en mettre plein, 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 gang. Fait que là, j'arrête là, je vais surveiller le chat. Oui, J'ai vu que Luc, Alain, on a une question de Samuel qui est très pertinente. Samuel dit merci beaucoup pour ces tableaux très utiles. Pour préciser, est-ce que les membres de notre association qui payent pour une adhésion à l'année sont comptés comme donateurs? Moi, ma réaction, Alain, ça serait de dire que lorsqu'on devient membre d'une association, on a des attentes envers des services. Donc, j'aurais tendance à inscrire les revenus de membriété dans les ventes de services et de programmation. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Alain? alors Samuel, ça va réellement dépendre ce qui est dans vos statuts, entre autres. Si c'est une cotisation, ça rentre dans vos revenus. Oh mon Dieu. Il y a trois réponses. Il y a celle que Luc vient de donner. Si vous avez un numéro d'organisme caritatif ou de charité ou de bienfaisance, ben, donnez le bénéfice à vos membres. Si vos membres ne sont pas nécessairement votre clientèle, ben, gardez-le séparément et c'est pour ça que je vous ai mis une ligne dans le tableau ici qui était pour membership. La beauté de le garder séparément, surtout si vous misez sur le membership, comme si vous êtes un réseau d'affaires, ben, les montants du membership payent pour les opérations. Si vous êtes juste pour une petite cotisation qui aide à payer les frais de l'Assemblée générale des membres, ben, va le mettre dans programmation. OK? Ça fait que ça va dépendre de la situation. Si tes mains reçues pour fin d'impôt, ben, va les mettre dans tes donateurs. Tu as la flexibilité ici. Moi, ce que je vous encourage de faire, c'est juste au moins compter le nombre de membres si c'est important pour vous. OK, c'est Excellent. bon, merci. Ça répond. OK, parfait. Puis, Samuel nous indique que ça fonctionne. Merci excellent. aussi, Nidal, pour le feedback. Puis, si jamais vous voulez créer un onglet de membership, puis utiliser ce tableau-là pour votre registre de membres, qui est une obligation par la loi sur les OSBL, ben go, gênez-vous pas de créer l'onglet. Moi, je pourrais en créer un. Si jamais vous voulez l'avoir, faites-moi signe. Mais moi, tu mets tous tes membres là-dedans et tu mets une case à cocher parce que le renouvellement du membership et le registre de membres doit être adopté avant de faire l'avis de convocation. Là, je ne tomberai pas dans une formation de gouvernance, Luc. OK? Euh, Tout à fait. ça va pour. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires Oui, ou allez-y. réactions. Merci à Samuel pour ta question pertinente. Yeah. J'arrête là, je pense, pour la présentation du tableau. Vous savez que Luc et moi, on n'est pas très difficile à trouver. Si jamais vous voulez un peu de coaching autour de ça, faites-nous signe, puis c'est sûr, on va s'arranger. Mais moi, pour le moment, Luc, là, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que c'est pas D'accord. trop envahissant. Allez jouer Je dans le vais, tableau. Si vous avez des questions, faites-nous signe. OK, gang? c'est ça. Je vais partager mon écran, Alain. La prochaine section du webinaire, c'est notre présentation de pièges et astuces. On a des éléments à vous proposer qui sont évidemment très terre à terre. Donc, allons-y avec ça. Premièrement, un piège qui guette le but non lucratif, c'est de développer des demandes et prendre des financements qui ne sont pas liés à notre mission. Parfois, ça peut être alléchant, ça a l'air facile. On peut juste s'éloigner un petit peu de ce qu'on a fait. Et puis, le risque, évidemment, c'est de disperser nos efforts puis perdre de vue nos objectifs.
C'est des choses qui peuvent arriver. L'indice que vous êtes en train de peut-être être tenté par ça, c'est si vous êtes dans un formulaire, dans un portail, en train d'inventer un projet pour essayer d'aller chercher 20-30 000 d'une subvention, c'est peut-être un indice qu'il faut peut-être prendre un recul. Euh, Évidemment, des cas d'imputabilité, des processus décisionnels, ça vous permet d'évaluer les opportunités de financement. Et puis, comme gestionnaire de l'organisme, vous saisissez les occasions qui sont les meilleures décisions d'affaires que vous pouvez prendre pour répondre aux besoins de financement de l'organisme. Mais il y a toujours une fois par année où vous allez être tenté par quelque chose. Il faut évidemment résister parce que parfois, ça peut devenir ce que moi j'appelle des evil files, un dossier qui est, des fois, on accepte de faire des choses. Et dans le secteur privé aussi, on prend peut-être un mandat qui n'est pas dans notre zone de confort. Et puis, ça nous prend 3 fois le temps pour faire ça que le temps pour les choses qu'on fait normalement. Des erreurs, ça arrive. Mais autant que possible, on garde les projets et les demandes et les sollicitations de revenus collés sur les activités et services et programmes qu'on offre encore en lien direct avec notre mission. Ce que ça nous donne, ça, c'est une cohérence stratégique. Les gens comprennent dans quel business qu'on est, de desservir les aînés francophones du sud de la ville, par exemple, et que ça consolide notre crédibilité et notre réputation auprès des gens qui investissent avec nous. Fait que ça, c'est un premier piège à éviter. Puis la Euh, question à se poser tout simplement quand vous êtes en train de l'écrire, c'est de dire qu'est-ce que mon CA dirait? Ça, c'est toujours un bon grunt test, hein? Et qu'est-ce qu'il dirait? Quel genre de questions qu'il me poserait? Puis c'est-tu défendable? Si ça fit dans mission, vision, valeur, c'est défendable. Mais si ça ne fit pas, le CA a une responsabilité de s'assurer d'une certaine conformité avec les statuts. Mais ça peut vous aider. Je ne dis pas d'aller au CA pour demander permission, mais non, ça vous donne une idée d'avoir une réflexion dès le début. Merci, Luc. La prochaine, c'est à moi, je pense, hein? C'est ça? Non, c'est à toi, Luc. non, c'est à moi. C'est à moi. Je te passe le bâton après. On peut facilement penser qu'on n'a pas assez de temps pour tout ça, là. C'est 4 chantiers, c'est 4 créneaux. Il faut que je maîtrise ça. J'en fais déjà beaucoup. Dans le secteur privé aussi, on est guetté par cette question-là qu'on n'a pas assez de temps. On doit vendre, on doit livrer, on doit administrer nos entreprises. C'est la même chose que le secteur but non lucratif, qui sont essentiellement des petites entreprises à but non lucratif, qui ont de la vente, de la livraison de résultats et de la gestion à faire. Euh, Si on pense qu'on n'a pas le temps, on peut manquer des opportunités et puis rester dépendant sur les seules sources qu'on a présentement. Et oui, il faut être prudent, mais vous pouvez faire le tour des projets qui sont en lien avec votre vision, votre mission, puis chercher à développer des nouvelles opportunités. Vendre et développer et générer des revenus, ça fait partie du quotidien dans le secteur privé. Si on veut se lancer en affaires, il faut que des revenus rentrent à chaque jour dans l'entreprise. Donc, c'est plus marqué et précis et conscient dans le but lucratif. Mais dans le but non lucratif, si on a une subvention récurrente de 50 000 qui nous aide, c'est peut-être moins présent cette, cette activité-là de vente et de démarchage et de développement des revenus. Mais on vous dit, c'est quand même important d'y faire du temps. Et vous avez le temps de bâtir votre organisme parce que le résultat, l'impact, c'est des revenus augmentés, des opportunités pour plus de pérennité et plus de gens desservis selon votre mission. Donc, évidemment, c'est à surveiller comme piège. Souvent, c'est au niveau de la perception qu'on a des choses. Vas-y, Alain. Puis, je me permets, Luc, je me permets de ceci. OK? Fait que dans la réflexion, parce qu'il nous reste une minute là, ben, il nous en reste un petit peu plus parce que vous êtes booké pour un peu plus longtemps que ça. Voici une version sommaire d'un cadre stratégique, gang. Puis dans un cadre stratégique, bien sûr, on a les axes ou les impératifs stratégiques. Puis si on va avoir une réflexion robuste au niveau du financement, chaque axe stratégique a des initiatives ou des objectifs stratégiques. Certifier 50 CPE et services de garde comme centre d'excellence. OK, ça se finance-tu, ça? Ah, oui, ça se finance. OK, gouvernemental, privé, don, commandite, programme par les participants. Bien, juste là, c'est la première réflexion qu'on va faire juste en ligne avec notre cadre stratégique. Laissons faire notre mission. Ça, c'est notre vision.
OK, bien ça se finance par les participants, probablement par un commanditaire et probablement en portion bailleur de fonds pour démarrer le projet. Deuxième, je m'en vais un peu plus loin. Former 90% des éducatrices et éducateurs partenaires d'ici 2027. OK, participants, probablement un bailleur de fonds, peut-être pas un gros, mais un petit, et potentiellement un commanditaire. OK, nice, je continue. Influencer 5 réformes ou contributions majeures aux politiques publiques. Ça se finance pas. Peut-être. Si on faisait un livre blanc sur la question avec tous les partenaires, puis on leur demandait chacun 5 000. OK, commanditaire. Tu sais, comment est-ce qu'on va réfléchir à nos impératifs stratégiques pour pas qu'ils soient du pelletage de nuages? Commencez tout de suite en vous disant, OK, ça se finance ou ça se finance pas? Si ça se finance pas, ça va être dans mes opérations. Si ça se finance, je check dans les 4 chantiers où c'est que je peux aller jouer. Alain, les donateurs individuels sont peut-être motivés à soutenir une campagne pour changer des politiques publiques. Absolument. Alors, tu as raison. Puis c'est là la réflexion de se dire, dans nos donateurs actuels, je fais une campagne spéciale? Dans nos commanditaires, je fais une campagne spéciale où ça fait partie de ma programmation globale? Puis, je m'excuse d'avoir interrompu la diapo, Luc, mais des fois, on ne fait pas le lien avec même la vision stratégique, puis le cadre stratégique reste sur une tablette. Ça nous aide à le concrétiser, puis à réfléchir, OK, ça me prend un sommaire de projet pour chacune des initiatives stratégiques. Puis quand moi, comme DG, j'arrive à mon évaluation de DG à la fin de l'année, il n'y a pas un CA qui peut me donner une mauvaise évaluation. Tu sais. Excellent. On On, re- continue. Je vais finir on avec le retourne. dernier piège. Merci, Oui, Luc. vas-y, Misez pas Alain. sur le financement gouvernemental, c'est probablement un des pièges les plus à risque. Les conseils d'administration doivent y faire attention. On risque d'avoir une dépendance excessive à des politiques fluctuantes, limitations, changement de gouvernement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Fait qu'on on peut être tellement déstabilisé par une subvention coupée de moitié ou une subvention qui augmente jamais ou une subvention qui tout d'un coup n'existe plus parce qu'on a changé d'orientation et de valeur au niveau du gouvernement parce qu'il y a un changement de parti politique. Astuce, donnez plus d'importance aux autres chantiers, gang. Allez-y doucement, mais allez-y quand même avec intention et discipline et surtout avec alignement, puis vous allez augmenter la stabilité financière. Voici l'autre bonus de ça. C'est quand tu commences à signer un commanditaire et un donateur, le cycle là, de valorisation de tes efforts, il est bien plus fréquent que 5, 6 demandes par année. C'est toujours des petits home runs. Hey, on a eu un don de 100 pièces. Hey, on a eu un commanditaire de 500. Hey, on a 300 personnes de plus à notre spectacle cette année. Tous ces petits wins-là renforcent la capacité et ta confiance en toi que le financement, c'est pas aussi épeurant que c'est vraiment. Alors, je vous encourage d'aller explorer les 3 autres chantiers. Euh, Excellent. Parfois, on essaie d'y aller par sprint. C'est la loi de la ferme. On s'y prend la dernière minute. On essaie de bâtir un pitch de commandite une semaine avant l'événement. Ça marche pas. On peut s'épuiser si on travaille trop à la dernière minute. Notre approche, Alain et moi, ce qu'on vous recommande pour chacun des 4 chantiers, c'est d'y mettre du temps chaque semaine. Et puis ça, à long terme, on garde notre bonne énergie, les équipes restent motivées, on a des succès, puis on a une bonne croissance, on dessert plus de gens. Puis au niveau du piège 5, Alain, oui, puis au niveau de votre discipline, voici le challenge que je vous lance. Un courriel par semaine pour les 15 prochaines semaines. Demandez un petit 50 pièces à quelqu'un. Voulez-vous faire un don? Faites juste l'essayer. Un courriel. Hey, on commence une petite campagne de dons. Est-ce que tu serais game? Faites juste l'essayer. Puis ça va vous aider. Commencez avec les gens qui vous aiment. En tout cas, moi, je vous encourage de pratiquer cette discipline-là. Alors, bien sûr, ne pas s'en préoccuper, c'est un piège. L'inaction prolongée, vous allez non seulement perdre des opportunités, le financement, ce n'est pas un crock-pot. You can't set it and forget it. Occupez-vous-en, mettez-le dans votre routine, créez-vous des outils robustes, embauchez de l'appui pour vous aider à le faire, ne serait-ce que de l'appui administratif pour s'assurer que les courriels sortent. C'est pas obligé d'être une spécialiste dans un domaine. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à être spécialiste, vous, puis à être discipliné. Fait que assurez-vous de le mettre dans votre planification. Puis l'impact, c'est que
La sécurité financière va être renforcée, mais vous allez voir une croissance apparaître. Vous allez la voir, la croissance apparaître. Fait que, it's not a crock-pot. Excellent. Excellent. On Euh, a une primeur à vous annoncer. Vas-y, Alain. Oui, puis il va y avoir deux. Luc et moi, on a décidé de joindre nos efforts pour mettre de l'avant un programme de 3 bonnes journées de formation complète sur les 4 chantiers, coupés en 6 modules approfondis avec les outils. Cette formation-là va être annoncée bientôt. On est juste en train d'arrêter des dates et puis les modalités pour la fin juin, puis pour le mois de décembre. Fait que 2 masterclass robustes, là, on barre les portes par en dehors, puis on fait juste focuser, apprendre ensemble des DG d'organismes, des leads de financement pour qu'on puisse s'approprier des outils, maîtriser des pratiques, adapter même des outils pour pouvoir les utiliser tout de suite après. Fait que nous, on va vous partager cette information-là. Restez à l'écoute, mais on va parler vraiment de- d'une approche masterclass avec des stratégies nuancées, avant-gardistes pour maximiser ton financement. Fait que stay tuned, OK? Puis on va s'assurer que c'est abordable pour tout le monde. 2 prochains webinaires qui s'en viennent. La semaine prochaine, on a Jim Brown. On est chanceux de l'avoir. Il est juste en anglais, celui-là, auteur de The Imperfect Board Member. On va parler de comment le conseil s'assure de ne pas être une distraction pour la direction générale, fait créer la synergie entre le DG, la direction générale puis le conseil. Puis l'autre, c'est à propos de l'évaluation de la performance des employés. Le 18, avec Pierre Léonard puis Micheline Boisvert, on va parler là, de comment on rentre ça dans notre routine, puis peut-être qu'on streamline l'approche pour que ce ne soit pas non plus un gros fardeau, tout ce qui touche l'évaluation de la performance des employés. Fait que, comme vous le savez, on fait ça avec la FO. Il y a plein de webinaires qui s'en viennent. You know the drill. Tout est dans notre site internet, sadiscutus.com, puis vous allez Alain, pouvoir peux-tu avoir mettre, l'information. mets le lien dans le chat pour les webinaires, s'il te plaît? Oui, c'est bon, je vais faire ça pendant qu'on conclut. S'il y a des questions, on va finir avec résumer votre séance en un seul mot. Vous pouvez le mettre dans le chat. Moi, je vais aller tout de suite vous trouver le lien vers les webinaires si vous voulez vous inscrire. Hey, Martine, comment tu vas? Merci, Martine. Formation gratuite. Toute la série est là. Salutations à la Free. Oui, toute la gang de la Free, je pense qu'elle était là aujourd'hui. Voici le lien, Super. gang, pour les webinaires. Gênez-vous pas. Ils sont tous gratuits, puis c'est fait en collaboration avec la FO. On a du pain sur la planche, oui, Mélina, je le sais. Ça vaut à peine, par exemple. Absolument. Écrivez-nous avec vos questions. Oui, gênez-vous pas. Bonne fin de journée. Les deux, administrateurs et DG, ça va être un très bon atelier pour renforcer la capacité des deux, là, celui de Jim Brown. Je Gênez-vous pas. pense que Michel, il veut checker son angle mort. Ça, c'est à soir. Oui, c'est vrai, on a un ce soir en plus. Checker notre angle mort. Il y en a un en gouvernance ce soir avec Jerry Morin puis Julie Léger. Ils vont vous parler de la gestion de risque en gouvernance. Excellent. À bientôt, gars. Federico, je savais que tu allais dire que tu étais content qu'il y avait un fichier Excel. Puis il fonctionne dans Excel en plus. Il n'y a pas de formule à changer. Attention, vous autres, on se parle bientôt.